Bienvenue à toi dans un nouvel épisode du podcast Génération Investisseur. Je suis Hugo du blog boussole-en-argent.fr et mon objectif derrière ce podcast est de donner une bonne éducation financière pour que tu puisses préparer au mieux ton avenir et réaliser tes projets de rêve. Ici, les sujets principaux sont l'investissement et la budgétisation, mais de temps en temps, on parle aussi d'entrepreneuriat et de tous les autres sujets qui peuvent être utiles pour devenir financièrement indépendant. N'oublie pas qu'en description de chaque podcast, tu trouveras des éléments pour aller plus loin. Et bien sûr, le petit disclaimer, aucune des informations contenues dans ce podcast ne constitue un conseil en investissement. Allez, c'est parti pour le début de cet épisode. Hello à toi Sony et bienvenue dans le podcast Génération Investisseur, j'espère que tu vas bien. Bonjour Hugo, je te remercie, merci beaucoup pour ton invitation. Et ouais, je vais bien, la grande forme. Je pense qu'on est parti là pour une bonne heure où on va se révéler, on va révéler nos petits secrets Exactement. d'investisseurs. Exactement comme dit, donc moi comme je t'avais pu un peu expliquer en off, moi j'aime bien quand c'est une discussion un peu naturelle, ce podcast. Ouais. Même si j'ai préparé quelques questions, la première que je pose généralement à tous mes invités, c'est un peu de te présenter, de savoir un peu qui tu es. Alors, je suis Sony, je suis le fondateur de Sequoia, qui a pour objectif, c'est une école financière. L'objectif, c'est d'aider les particuliers, les Français en général, à investir leur argent en bourse. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc il y a bien des disclaimers à mettre sur tout ce qu'on va dire aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là pour éduquer, pour transmettre des compétences, pour ensuite rendre la personne autonome dans ses choix d'investissement. S'il a envie de personnalisation, etc., là, bien sûr, il faut aller voir un conseiller financier. Mais ce n'est pas ce que je fais. Alors, pourquoi est-ce que c'est venu, cette école financière ? Parce que j'étais enseignant. J'étais enseignant de PS. J'ai fait 5 ans en tant qu'enseignant. J'ai eu mon master, j'ai eu mon concours pour devenir enseignant de PS. À travers ça, donc, j'ai fondé 2 écoles aussi, parce que Sequoia, c'est une école. Il y a eu une toute première école qui est Kapuka Peps, qui a pour but, pareil, d'aider les étudiants à devenir à leur tour enseignants de PS. Et tu vois, c'est venu, tout vient de là, si tu veux, c'est vraiment cette passion pour transmettre, pour aider Ouais. les gens sur une thématique particulière. Que ça soit, bon là, principalement, du coup, ça reste sur l'enseignement, Ouais. à la fois pour passer le concours du CAPEPS, pour devenir un professeur de PS, qui est un concours très sélectif et très dur. Que tu as passé du coup. Et que j'ai passé, j'ai validé, j'ai eu mon master, j'ai validé le mémoire, et cetera. Sauf que voilà, j'ai démissionné au bout de 5 ans pour plusieurs raisons, notamment dues à un burn-out. Ça, je le dis pas souvent parce que j'aime pas trop en parler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le montrer sur LinkedIn et trucs comme ça. Ouais. Ça fait du buzz, et cetera. Moi, je suis pas trop ce genre de personne, j'aime pas trop, alors je sais que ça peut inspirer beaucoup de monde, mais moi je suis pas, Du genre à parler de ce genre de choses quoi. ouais, voilà. Après, je sais qu'en parler, ça peut aider de nombreuses personnes. C'est-à-dire que Clairement. là, il y a des personnes qui sont dans la même situation et qui trouvent, en fin de compte, ouais, voilà, lui, il a réussi, pourquoi est-ce que je pourrais pas moi aussi ? Mmh. Et donc j'ai quitté le monde du salariat parce qu'avec mes 2 écoles, j'arrivais tout à fait à en vivre. Donc on peut dire que je suis libre financièrement, grâce à mes écoles. OK. Et puis ensuite est venu Sequoia. Alors Sequoia, comment est-ce que c'est venu ? C'est venu, tout d'abord, la fondation de Kapuka Peps. Il y a eu de l'argent qui a été généré à travers ça. Même avec mon boulot d'enseignant, j'arrivais à économiser un peu chaque mois pour placer un petit peu, tu vois, en bourse. Donc je me suis formé aussi en parallèle pendant 2 ans. Et l'idée m'est venue, attends, parce que Kapuka Peps, c'est bien aussi d'enseigner à des étudiants, mais pourquoi pas aussi le faire à une plus grande échelle? Pourquoi pas l'enseigner à plusieurs particuliers? Et je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go». J'ai créé un site internet et je me suis lancé dans les formations en ligne, pour pareil éduquer les gens. Et donc ça reste, alors humblement, hein, Ouais. je vais pas dire que j'éduque tout le monde de manière à 100 sûre, ça serait très prétentieux de dire ça. Mais j'aime bien, tu vois, éveiller cette petite étincelle qu'il peut y avoir chez les gens. En tout cas, tu vois, moi, quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur les finances personnelles et tout, quand c'était un peu l'horizon 2020. D'ailleurs, il y a eu un peu un boom, je crois que tu en avais parlé dans un podcast à cette Ouais. époque-là, de personnes qui se sont formées dans cette période. J'en fais complètement partie. Et ça m'a pas lâché, en fait, cette passion pour les finances personnelles depuis. Et en fait, tu as été un peu les premières personnes que j'avais découvert à cette époque-là, quand je faisais des recherches, avec aussi Mathieu S'investir. Je faisais Mmh. partie aussi Ouais, un peu des premiers dans sa formation, en fait.
Et ouais, pareil, c'est un truc que j'ai découvert à ce moment-là. Il y a eu un Tu comment toi ce gros boom d'éducation financière dans les années, covid? Alors ce qui s'est passé pendant les années covid, on était tous enfermés. Je pense que là, Ouais. il y a pas, Ouais, ouais. on peut pas, dire le contraire là-dessus. Et ce qui s'est passé en fin de compte, bon, il y a même les études et les statistiques qui le montrent, il y a eu énormément d'épargne Ouais, clairement. qui sont mis sur les comptes en banque. Compte en banque, livret A aussi qui a été Ouais. garni et cetera. Et les gens, en fin de compte, se sont intéressés particulièrement à l'investissement parce qu'ils avaient du temps. Ils se sont dit: «Bah, attends, on a de l'argent en fin de compte, pourquoi pas l'investir quelque part?» Exactement. Et donc en fin de compte, le mot-clé qui ressortait principalement, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, c'était crypto-monnaie et c'était l'investissement en bourse. Ouais. Donc en fin de compte, là, sur tout ce que tu pouvais investir, ça explosait. Tout ce que tu pouvais dire en rapport avec l'investissement, ça explosait. Parce qu'on était un peu dans une bulle, ce que j'appelle comment on appelle ça là? Une bulle algorithmique, Ouais, ou mettant en d'Instagram et de avant, YouTube. ouais, Exact. exactement. En gros, voilà, tout ce que tu pouvais poster, ça explosait. J'étais du genre, tu vois, bon, je pense qu'il y a beaucoup aussi de mes collègues, qui ont gagné énormément, sur un post, tu pouvais gagner 1000 abonnés, moi, je faisais pas de réels, tu vois? Rien que parce que il y avait pas encore l'algorithme des réels Ouais. sur Instagram en 2020. Mais, voilà, moindre chose que tu postais, c'était x2 parce qu'en fait, Instagram l'avait compris que le sujet de l'investissement, ça explosait. Et les gens, bah, sont intéressés, justement, bah, à vouloir investir leur épargne, pendant cette période-là parce qu'une épargne dormante, bah, ils se sont dit: «Bah, attends, on a de l'argent, autant l'investir quelque part pour le faire fructifier». Ça, c'est un truc, que j'ai remarqué quand j'ai voulu me former un peu sur l'investissement. Parce que tu as dit, ouais, quand on va sur Instagram, on trouve un peu de tout, même sur toutes les plateformes, hein, sur internet en général, quand on a envie de se former. On en a un qui va nous dire, bah, la bourse, c'est le meilleur placement, quand on a l'autre qui fait des formations immobilières qui va nous dire: «Bah, l'immobilier, c'est top». Mmh mh. Heu, Moi, il y aurait un truc que j'aurais adoré, apprendre plus tôt et que j'apprends là avec mes études, parce que moi, pour la petite parenthèse, j'ai envie d'être, conseiller en gestion de patrimoine, professionnellement parlant, en l'occurrence indépendant. Et un truc en fait qu'on t'apprend qui est super important, c'est déjà, et d'ailleurs toi tu avais fait pareil une parenthèse dessus dans un podcast, je t'avais entendu, en parler, c'est de se poser la question: «Mais pourquoi tu as envie d'investir?» Et ça, c'est un truc que j'ai appris un peu tard, et qui en fait, quand tu te poses vraiment cette question et que tu te mets 20 minutes devant une feuille et tu dis: «Bah, pourquoi j'ai envie d'investir mon argent?» En fait, ça va naturellement enlever plein d'options possibles que tu as devant toi, et surtout, bah, il y a le pourquoi, mais il y a aussi, bah, qui je suis, ma situation, ce genre de choses, faire vraiment un bilan, un peu comme si tu étais ton propre conseiller. Mmh. Tout en te formant bien sûr, le maximum possible. Toi, aujourd'hui, pourquoi tu investis? Alors moi, ma raison principale, pour investir, c'était, pour créer des revenus complémentaires qui pouvaient me permettre de vivre aisément lors de ma retraite. OK. Après il y a différentes choses. Moi, j'investis aussi, c'est pour apprendre le monde de l'investissement. C'est-à-dire qu'il y en a qui investissent parce qu'ils ont des visions à long terme sur leur argent, sur leur placement financier. Moi, j'aime bien investir pour apprendre aussi ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire, qu'est-ce que les entreprises sont capables de faire? Comment est-ce qu'elles évoluent? Et après voilà, ça c'est des choses comme où moi ça me drive, où moi je suis intéressé. Après il y a des Mmh. gens, voilà, qui veulent juste placer leur argent pour le faire fructifier et pour atteindre un projet de vie. Ça c'est tout à fait recevable. Ouais. Moi voilà, ma raison principale et c'est pour ça que j'adore, ma stratégie qui est sur les actions à dividendes croissants. Bon ça on y reviendra. Ouais. Mais voilà, les actions à dividendes croissants, pour moi, c'est vraiment ma stratégie qui me permet en plus de voir l'évolution de mes revenus, de voir l'évolution de ce que je peux gagner, et c'est vraiment intéressant. Et puis, en fait, si tu veux, il y a vraiment différentes stratégies, il y a différents pourquoi. Moi, le mien, voilà, c'est principalement pour créer une liberté financière. Alors, ma liberté financière, je l'ai déjà, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent se la construire sur le long terme. Et ça, c'est vraiment un moteur qui peut driver les gens. Tout comme protéger sa famille, dû à l'avenir qui va être très, très incertain. Ouais. Il y a eu d'ailleurs des données là avec différents étudiants de Paris-Nanterre, sur, comment est-ce qu'ils percevaient l'avenir et cetera. Il y avait plus de 50 de réponses qui disaient que c'était incertain, qu'ils savaient pas trop où ils allaient. Et dû à des problèmes financiers. C'était OK. notamment dû à ça. Mais par contre, tu vois, c'est très paradoxal, c'est qu'en fait, en France, il y a très, très peu d'éducation financière. C'est-à-dire que les Ouais. gens sont très peu, informés, financièrement, que ça soit un ETF, que ça soit des actions à dividendes, que ça soit un PEA. Ouais. Tu vois, ça, ils ne savent pas ce que c'est, et malheureusement, je pense que ça passe par là, dans un Ouais. premier. Et c'est vrai que le pourquoi là, tu as fait une parenthèse aussi avec les jeunes,
enfin moi je le vois dans mon entourage, j'ai 23 ans, heu, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais peut-être genre on va dire sortie lycée, Ouais. ce côté pourquoi en fait tu peux aussi l'appliquer professionnellement parlant, c'est-à-dire, bah, en fait, à quoi j'ai envie que ma vie ressemble, on va dire, au quotidien et partant de ça, tu peux, un peu modeler le métier que tu veux faire plus tard en fonction de ça, quoi. Ça, c'est le genre d'exercice que j'aurais adoré moi qu'on me fasse, tu vois, en conseiller d'orientation, ce genre de choses. Le pourquoi, trouver son pourquoi et du coup, intéressant comme réponse. Toi, tu m'as parlé avant de liberté financière, d'être libre financièrement. C'est quoi pour toi être libre financièrement? Libre financièrement, c'est faire les choix et faire les décisions que l'on souhaite à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que si tu veux partir quelque part du jour au lendemain, il y a personne qui t'en empêche. Si, tu veux faire une journée de 12 heures, dans ta journée à bosser et que le lendemain, tu as pas envie forcément de bosser, que ça soit plutôt lax, bah, que tu aies la décision de le faire. C'est-à-dire qu'il y a plus cette épée Damoclès au-dessus de ta tête qui te dit: «Demain, tu dois aller ici, tu dois prendre ta voiture, tu dois faire 50 kilomètres aller-retour pour pouvoir, te dégager un SMIC, pour pouvoir, créer quelque chose». Et moi, voilà, j'ai vraiment voulu me dégager de ça. Mmh. J'ai toujours été un peu, à l'encontre des règles de tout ce qui se mettait, voilà, tu dois aller là, tu dois faire ça. J'ai toujours Ouais, été un peu l'élève, un peu rebelle. ailleurs. Ouais, voilà, et je pense que ça part de là. Mais moi, liberté financière, ouais, c'est surtout, d'avoir le choix de faire ce que tu veux à n'importe quel moment et de et le voyage surtout, tu vois, tout ce qui est voyage, tu vois, je commence à aussi à le toucher un peu du doigt parce qu'avant je partais jamais, tu vois? Même en étant Ouais. prof, je partais vraiment rarement et ça, c'est vraiment aussi, quelque chose, quelque chose de vraiment poignant. C'est ouais, le voyage, c'est la raison numéro 1 moi de base pour laquelle j'ai appris à épargner. Quand j'étais, en alternance et que je gagnais environ 50 du SMIC, il fallait vraiment que j'optimise à fond mon budget pour pouvoir partir en vacances. Au final, Mmh. j'ai réussi. J'ai fait un petit tour de l'Europe en sac à dos, c'était génial Génial. et hem et en fait, qu'est-ce que où je voulais en venir? Pour moi, quand on parle de liberté financière, quand on fait un peu des recherches sur internet, on tombe souvent sur le mouvement FIRE. Oui. On pourra l'occasion un peu de tu pourras expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est, de quoi il s'agit et moi, ça me pose un peu un problème dans le sens où alors je respecte complètement les gens qui aiment bien ce mouvement FIRE, j'ai toujours eu tendance, on va dire, à éviter un peu les extrêmes. C'est-à-dire, Mmh. les 2 extrêmes, on va dire, c'est, bah, celui qui va vivre au jour le jour, qui va jamais investir, pas épargner, qui va généralement être, dans le rouge à la fin du mois et l'autre extrême de la personne qui va vraiment, vivre dans un, 17 carrés, qui va économiser le moindre centime pour être libre financièrement, et un peu donc moi, c'est la vision mauvaise que j'ai du mouvement FIRE, alors qu'en fait, il se divise en plusieurs niveaux quand on recherche bien, fait des belles recherches. Alors que moi, j'ai lu un livre, là-dessus qui s'appelait, attends, alors le long du livre, c'est How to Die with Zero, donc Comment mourir avec zéro, de Bill Perkins, qui est un livre super intéressant et qui parle justement de ça, aux États-Unis. Aux États-Unis, le mouvement FIRE est encore beaucoup plus présent, et tu te rends compte qu'en fait, que les gens, épargnent et investissent quand on tombe dans l'autre extrême, hein, pour de l'argent, en fait, qu'ils vont jamais utiliser eux et ça va être hérité par des gens qui n'en ont même plus besoin à un âge, où ils en ont plus besoin. Donc du coup, ça revient, en général aux petits-enfants, si c'est bien fait. Ou alors si l'argent est mal utilisé, bah, en fait, elle va être dilapidée, quoi. Ça dépend aussi de ce que tu veux enseigner à tes enfants, tu vois? Ouais. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent épargner pour eux, qui veulent ensuite profiter à la retraite, mais aussi qui veulent léguer quelque chose à leurs enfants. Mmh. Mais est-ce que, de ce sens-là, tu vois, il y a des questions à se poser. Est-ce que financièrement et en termes d'éducation, est-ce que c'est intéressant de léguer un gros patrimoine à ses enfants? C'est-à-dire que voilà, vous avez tout déjà sous la main, il y a plus qu'à. Ça aussi, tu vois, il y a des gens qui se posent cette question-là. Moi, je pars du principe que oui, c'est bien de construire un patrimoine pour aider ses enfants, voilà, quand il arrivera en classe universitaire et cetera. Ça oui, il y a pas de souci. Mais ne pas non plus, tu vois, lui servir tout, tu vois, sous la main. C'est-à-dire qu'il faut quand même Ouais. qu'il apprenne à budgétiser, à savoir gérer son argent. Parce que si tu lui mets, je sais pas moi, il ouvre son compte, il a 100 000 € sur son compte, voilà, il dilapide en 2 secondes, bah, en fin de compte, toi, tous tes efforts que tu as fait avant et parce que toi, tu étais éduqué avant, Ouais. qu'est-ce qu'il en sera, tu vois, quand il ouvrira ce compte-là avec autant d'argent? Mmh. Donc je pense qu'il faut bien, il faut bien inculquer, ouais, tous ces mouvements. Pour revenir, ouais, donc sur le mouvement FIRE, Ouais. hem
Oui, c'est une vision qui est tout à fait possible. Est-ce que tu peux déjà un peu peut-être expliquer potentiellement pour les gens qui savent pas du tout ce que c'est quoi le mouvement FIRE? Ouais, le mouvement FIRE, en gros, ça veut dire tout simplement une retraite anticipée. C'est-à-dire Ouais. qu'en fin de compte, grâce à nos investissements, on peut prendre une retraite à 45 à 50 ans, au lieu d'attendre le potentiel à l'âge de 63, 75 ans. 63, 64 ans. Maintenant, c'est un peu pourquoi je dis 75 ans, hein. Ouais, ça fait loin. Je pense pas, peut-être qu'on y viendra, mais pour l'instant, Ouais. non. Mais voilà, c'est juste pour souligner que oui, la retraite, en tout cas, elle est, en France, elle est à mal. Surtout quand on regarde l'espérance de vie qui augmente. Il y a de moins en moins d'argent aussi pour les financiers dû à la dette, française qui explose. Ouais. Donc en gros, on va pas dans le bon sens et c'est pour ça qu'en fin de compte, les retraites sont sans cesse repoussées et donc l'idée à travers ça, c'est aussi de se forger, un second salaire. Moi, ce que j'appelle ça, tu peux le faire aussi avec la retraite. Attendre juste la retraite pour bénéficier de 800 € par mois, tu vois, c'est pas fou. Il y a eu, c'est par rapport au CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En OK. gros, il y avait bien montré que, c'était tu avais une moyenne entre les femmes et puis les hommes. Les femmes, la moyenne, c'était 712 € au niveau de la retraite OK. et ensuite sur, les hommes, c'était 900 €. Donc en fait, tu avais une médiane de 800 € Ouais. et donc c'est pas tu vois? Donc ça peut faire peur et en fait, quand tu prends ça, l'idée, c'est de se dire, c'est de construire un patrimoine, de se construire des revenus complémentaires le plus tôt possible pour ensuite arriver à la retraite, pouvoir partir, sereinement et avec une seconde source de salaire. Parce qu'enfin, avec une seconde source de revenus. Ouais, c'est ça et moi j'invite vraiment les gens à au lieu de se focus un peu, tu sais, sur ces moi j'ai trouvé que c'était un peu un mouvement de mode à un moment, le mouvement FIRE. C'est arrivé un peu, tardivement en France, mais ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Et j'invite vraiment les gens, qui sont à fond dans ce genre de mouvement à vraiment se poser la question à ce qu'ils veulent vraiment. Le risque, c'est quoi, pour quelqu'un qui s'engage dans ce genre de choses sans réfléchir? C'est qu'en fait, il se retrouve, peut-être à atteindre son objectif du coup, à prendre sa retraite à 40 ans et qui arrivé à 40 ans, bah, en fait, une fois qu'il a plus de job, plus rien, il se dit: «Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais, d'avoir plus rien dans mon agenda, plus rien à faire?» Je pense que quelqu'un qui est vraiment, par exemple, passionné par son job, en fait, il a pas peut-être pas forcément besoin d'avoir ce genre de mouvement FIRE. Moi, j'aime bien l'entre-deux de, bah, peut-être éventuellement me créer un complément de revenu qui peut me par exemple de travailler à mi-temps, tu vois? Mmh. Ou effectivement, si vraiment il se trouve que ton activité, travaille très bien, cette possibilité de travailler, bah, plus uniquement par passion, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment un goal. On va, faire un peu, marche arrière et j'aimerais aussi te poser pour aller progressivement vers l'investissement, te poser des questions. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ton budget? Parce qu'il y a je t'ai entendu dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui est pour toi la budgétisation, c'est un peu le permis d'investir. Mmh. Ça, c'est j'ai adoré, tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi pour toi, le permis d'investir? Et comment est-ce que tu gères ton budget toi au quotidien? Est-ce que tu as des voilà des tips pour les personnes qui nous écoutent? Alors oui, la budgétisation, c'est un peu le pilier numéro un. C'est-à-dire qu'il faut commencer par là avant même d'investir. Parce que je pars du principe que si tu n'es pas capable d'épargner 200 € par mois sur un livret A, Ouais, tu ne seras pas capable d'investir 200 € par mois sur un PEA ou en bourse. Mais ensuite, par rapport à la budgétisation, alors pour peut-être définir, c'est juste de voir qu'est-ce que vous gagnez et de voir ce qui sort aussi sur votre compte bancaire. C'est-à-dire, voilà, vous imaginez 2 jauges, une jauge revenu, donc une jauge verte qui monte, donc c'est toutes vos entrées d'argent, ouais, que ce soit avec vos side business, que ce soit avec votre salaire, que ce soit avec, voilà, vos petits, jobs, du quotidien. Et vous avez la jauge, rouge, donc c'est toutes les sorties. Donc là, voilà, on est au clair sur toutes ces sorties d'argent et cetera. Et en fin de compte, il va y avoir une différence, il va y avoir une petite différentielle. Cette différentielle, enfin, cette petite différence peut être investie en fin de compte en bourse. Quand je parle de dépenses, ça peut être il faut voir, voilà, tout ce qui peut sortir. Ça, les dépenses courantes, là, ça peut être les charges fixes, loyer, électricité, ou alors vous avez les charges variables, ça peut être les dépenses, ça peut être les petits plaisirs, ça peut être les voyages et cetera. Et ensuite, une fois qu'on a déduit tout ça, là, on a une capacité d'épargne. C'est-à-dire combien est-ce qu'on peut épargner chaque mois, et cetera. Le but avec cette capacité d'épargne, c'est bien sûr l'augmenter. Pour accélérer sa liberté financière, plus on est capable de mettre haut sur sa capacité d'épargne, plus on est capable, en tout cas, bah, oui, de se rapprocher de notre objectif. Mais avant même de cela, tu vois, avant même d'investir, ce qui est intéressant de faire, c'est comme je dis, c'est le permis d'investir. En gros, ça vient de quoi? Alors ça vient toujours du monde de l'enseignement que j'ai fait avec mes élèves. Avant, c'était le ouais, permis de grimper
en escalade. Ouais. Il fallait savoir mettre ton baudrier, savoir t'encorder, etc. Donc voilà, avant même de grimper sur le mur, tu fais pas n'importe quoi, tu te sécurises. Et ben c'est exactement pareil en fin de compte avec l'investissement, c'est-à-dire que tu te sécurises dans un premier temps avant même de te lancer. Donc tu te construis dans un premier temps parce qu'on se dit souvent ouais le livret A ça sert à rien. Alors pour moi je pense que le livret A sert à quelque chose dans la mesure où ça te permet d'apprendre à budgétiser et d'apprendre à mettre de côté. Mm. Et surtout, vous allez comprendre aussi par la suite à quoi sert le livret A. Donc en fait, on le garnit le livret A par rapport à sa capacité d'épargne qu'on a. Et le permis d'investir, en fin de compte, il se découpe en 3 niveaux. C'est premièrement, premier niveau, on est capable de mettre 1 à 2 mois de salaire en avance sur son livret A. Donc voilà, vous touchez 1 500 € par mois, vous êtes capable de mettre entre 1 000 et 3 000 € sur votre livret A. Ensuite, on a 3 à 4 mois, ça c'est le niveau 2. Donc 3 à 4 mois, là, on se sécurise encore davantage. On a davantage d'argent sur notre livret A. Et ensuite, le top du top, le niveau 3, on est sur 5 à 6 mois. Donc souvent, moi, je recommande, tu vois, les gens qui sont de niveau 2, qui ont 3 à 4 mois de salaire en avance, peuvent commencer peut-être à investir un petit peu en bourse. Ça, après, c'est en fonction d'eux et en fonction de Ouais. leur rapport au risque. Pourquoi, en fait, est-ce que c'est important? Parce que si on se lance dans la bourse sans avoir de couverture, on est beaucoup plus sensible et on est beaucoup plus à l'appel de nos émotions. Pourquoi? Parce qu'on va se dire: «L'argent que j'ai investi, il est disponible». Sauf qu'en fin de compte, cette disponibilité qu'on a sur les marchés financiers, elle est impactée par la fluctuation. Donc en fait, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc en fait, il suffit que vous investissiez en bourse, mais que, je sais pas, on tombe dans un endroit où ça baisse Ouais. fortement, comme là, on a eu là, par exemple, sur la S&P 500, là, on se prend, on se prend des baffes. Là, c'est pire moment pour retirer. Là, il faut pas retirer son argent. Très clairement. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas un conseil en investissement. Ouais. Mais voilà, on se dit en fait: «Attends, j'ai mis de l'argent en bourse, c'est en train de fluctuer, je suis en train de perdre, je suis en train de voir moins 300 € de moins-value». Alors latente, parce que c'est pas perdu, parce que tant que vous avez pas vendu, c'est pas enregistré. Ouais. Et voilà, j'ai perdu 300 €. Attends, j'en ai besoin en fin de compte parce que demain, je dois payer les réparations de ma bagnole. Il y a l'amortissement, il y a les amortisseurs qui sont morts, j'ai 600 € à mettre. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est pas bon. Donc non, c'est pour ça que du coup que le livret A est important parce qu'on Ouais. se dit: «L'argent qui est investi, on n'y touche surtout pas». En fait, c'est ce que je dis souvent pour que ça soit très simple dans nos têtes, c'est que l'argent qu'on a investi, c'est de l'argent qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas y toucher avant d'atteindre ses objectifs financiers. Que ça soit retraite, que ça soit 1 Mm. 000 € par mois en dividende, que ça soit sur un ETF, atteindre, je sais pas, 200 000 € de patrimoine. Ouais. Voilà, tout ça, il faut bien être d'accord. Il faut pas retirer cet argent. Surtout sur vos investissements parce qu'en fait, compte, vous allez freiner ce qu'on appelle les intérêts composés Mm. et ça, c'est pas bon. Donc en fait, même d'apprendre à épargner 200 € par mois, une fois que vous serez capable de le faire sur votre RIA, vous pourrez le faire ensuite sur vos comptes d'investissement. Moi, il y a un élément que j'aimerais bien ajouter pour aider les gens, justement, tout ce qui est côté budgétisation, qui, moi, en tout cas, m'a permis d'épargner beaucoup d'argent, même quand j'avais un tout petit salaire. C'est la technique des enveloppes. Je sais pas si toi, tu en as déjà entendu parler. Oui, les enveloppes. Ouais. Alors, il y a la technique des enveloppes sous le format classique, voilà, avec des enveloppes physiques où je vais retirer de l'argent, je vais faire des enveloppes pour mes courses, ce genre de choses. Moi, j'avais un peu la flemme de les retirer et de faire des enveloppes physiques. Du coup, j'ai découvert un truc super sur. Alors, je sais qu'en France, il y a N26 et Revolut, à ma connaissance, qui font ça. Je mettrai peut-être un lien dans les personnes en description qui sont intéressées. Moi, j'utilise N26 et ça me permet quoi de tout simplement en fait créer des espaces en fonction des différentes des dépenses que j'ai envie de faire. Moi, je le fais sous forme de projet annuel. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, pour pas être. C'est tout con, hein, mais pour, quand on a un petit revenu et qu'on n'a pas envie d'être surpris, par exemple, avec les fêtes de Noël là, qui arrivent, si tu arrives à mettre de côté tous les mois du 20, 30, 40 euros, en fonction de à quel point tu as envie de faire plaisir à tes proches, à quel point ça te coûte cher, en fait, tu seras beaucoup moins surpris à la fin de l'année. Donc moi, j'ai mis par exemple là, ce genre de virement automatique en place. Pareil, pour ne pas gratter sur tes sorties, le fait que tu te dises, mon compte courant sur par exemple mon compte N26, ça va être mon budget plaisir. Et en l'occurrence, je vais vraiment me faire plaisir avec cet argent, je vais pas faire des achats compulsifs. Bref, ce genre de raisonnement. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je reçois en fait mon salaire sur ma banque principale. Moi, je choisis en l'occurrence Boursorama comme banque principale pour des questions de frais, hein. J'ai en fait mes revenus qui arrivent sur mon compte en début de mois. Les charges fixes, elles sont toutes déduites en fait le 5 du mois. Je me suis arrangé avec les différents émetteurs. En général, il suffit juste de leur envoyer un mail et ils peuvent vous débiter le jour que vous voulez. Donc le 5 du mois, toutes mes charges fixes sont enlevées. Et du coup, il me reste en fait mon reste à vivre.
Et dans ça, je vais un virement automatique en fait qui va partir justement soit sur mon livret A quand j'ai pas encore mon épargne de précaution, ou sur mon compte d'investissement pour investir. Et j'ai un autre virement qui va aller sur N26. Ce virement sur N26, là il faut limite un schéma pour que les gens arrivent à suivre. Mais ce virement ensuite sur N26, sur ce qui va me rester, il va lui-même être réparti dans mes différentes enveloppes. Ça, c'est le niveau où j'ai envie de dire un peu avancé. Au début, je pense pas que c'est la peine de se prendre la tête avec ça. C'est le niveau un peu avancé, on va dire, de l'épargne quand vraiment on a du mal à épargner et à en suivre. Moi, tu vois, j'avais beaucoup de mal quand j'avais tout ce qui se passait sur un même compte bancaire. J'avais du mal à suivre où j'en suis dans mon par exemple, tu vois, mes dépenses, par exemple, pour les courses, où j'en suis pour mon dépense plaisir, ce genre de choses. J'arrivais pas à catégoriser ça. Et ça m'a permis, en l'occurrence, d'économiser Ah ouais. beaucoup d'argent. Laisse-moi juste interrompre quelques secondes pour détailler davantage ce que je viens de dire. Si jamais il y a parmi vous des gens qui ont envie d'aller encore plus loin dans ces techniques de budgétisation que j'ai utilisées, qui m'ont permis d'épargner beaucoup d'argent, même quand j'avais un tout petit revenu étant alternant, j'ai mis en description de ce podcast un e-book offert qui est 100% gratuit. Tu as juste à me renseigner l'adresse mail à laquelle tu as envie que je te l'envoie et tu le reçois dans quelques secondes. Donc clique sur ce lien en description et tu vas apprendre plein de techniques différentes pour épargner et investir efficacement. On va aller bien plus loin de ce que je viens de dire là à l'instant. Donc n'hésite pas, et surtout à la fin de cet e-book, je te donne une dizaine de ressources sur lesquelles moi-même je me suis formé pour investir et épargner efficacement. Allez, c'est parti, on reprend le podcast. Et qu'en tout cas que je conseille, j'avais écrit un article à ce propos sur mon blog sur la technique des enveloppes où j'explique justement de A à Z comment faire. Et moi, c'est un truc que je trouve super intéressant. Je sais pas si toi tu utilises, certainement pas de manière identique, mais plus ou Non. moins ce genre de choses. Non, non, mais par contre, je l'enseigne beaucoup. Au début, je le faisais et maintenant beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Je pense qu'avec le temps, tu as la discipline qui arrive Oui, voilà, et naturellement. puis il y a ça aussi. Et puis, de toute façon, de nature, je suis pas quelqu'un de dépensier. C'est-à-dire Ok, que j'aime pas, dépenser, des milliers, des cents. Tu vois, le t-shirt que j'ai là, c'est qui habille, le pantalon aussi que j'ai. Enfin voilà, quoi, tu vois? Je suis pas le flambeur à mettre, Balenciaga, t-shirt et tout, et cetera. ouais. Non, 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 tu vois? Je suis pas comme ça. Donc en fait, financièrement parlant, j'ai jamais été dans le rouge et je m'étais même beaucoup plus en termes de taux d'épargne. En gros, par mois, je pense que je mettais au-dessus de 60 de ce que je gagnais, tu vois, en investissement. Donc je préférais investir plutôt que m'acheter des choses. Mm, Il y a aussi autre chose qui est très vrai, et ça peut être vraiment, ça peut vous faire du bien. En fait, ce que tu dis, c'est une stratégie, ça s'appelle se payer en premier. exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que vous recevez dès lors que vous avez votre salaire, la première chose que vous devez faire, c'est obligatoirement mettre un truc automatique. Par exemple, vous recevez votre salaire le 28, automatiquement, ça part sur différentes enveloppes. Donc voilà, comme dit Hugo, ça peut faire un virement automatique sur N26, etc. Mais surtout, ce qu'il y a à faire aussi, et ça c'est le piège de ce que les gens font, c'est l'enveloppe impôt. Ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est-à-dire que, allez, je me lance, ouais, je crame tout en bourse, je mets 2 000 € par là, je mets 3 000 € sur mon livret A, et cetera, et en fin de compte, arrive en septembre, coucou, là, c'est nous, c'est les impôts. Ouais, Vous devez payer 2 000 € là, avec des échéances pour programmer de septembre jusqu'à décembre, un truc comme ça. ouais, Et puis voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je commence à savoir, tu vois, combien est-ce que je dois déclarer aux impôts. Et bien, en fin de compte, ce qui est bien, ce que vous devez faire, c'est peut-être, eh bien, créer une enveloppe impôt. C'est-à-dire, voilà, ouais. j'ai mis mon argent là, je sais quand les impôts vont tomber, je vais pas être surpris parce que j'ai déjà mon argent ici. Donc, je reste serein, j'ai pas besoin de retirer mon argent de la bourse, je continue à m'enrichir, et puis à côté, j'ai mon livret A pour épargne de précaution. C'est vrai que voilà, c'est 2 choses qui sont absolument à faire, parce que souvent, les impôts, moi j'en ai déjà entendu qui disent, «Ah, j'ai dû retirer 1 000 € parce qu'il y a les impôts qui sont tombés». Ouais. Et Bah ouais, tu sais, mais dans mon métier, j'ai rencontré des médecins. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail oui. forcément, mais qui avaient la mauvaise structure juridique dans leur boîte. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, ça sert à rien. Et qui, en fait, il se trouvait qu'ils étaient très fortement imposés parce qu'ils étaient en nom propre au lieu d'être en société. Et en fait, ils me disaient, je les voyais, ils disaient: «Écoutez, dans l'année, je travaille 2-3 mois pour payer mes impôts». C'est-à-dire, Mmh. on est sur des telles sommes qu'en fait, la personne, elle peut pas partir en vacances avec sa famille pour payer ses impôts. Donc c'est Ouais. assez ouf. Alors que, en essayant en prévoyant un peu, c'est comme tu l'as dit, via éventuellement une enveloppe, impôt, j'y ai jamais pensé pour le coup. Moi, j'ai la chance d'être dans la niche fiscale des alternants, Tu as de la donc je suis chance. pas imposable. Mais c'est un truc que je ferais, que je me suis noté. Donc bref, c'est vrai que ça peut être important peut-être de budgétiser même ses impôts, tu vois? J'y ai jamais pensé.
Il y a autre chose pour petit à petit aller vers l'investissement, et on en a un peu parlé, c'est l'importance du mindset. Et toi, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as une expérience aussi dans le sport de haut niveau, et que j'ai l'impression que ça t'a beaucoup aidé aussi dans tes investissements. Est-ce que tu peux un peu développer peut-être là-dessus? Alors le lien que tu peux f que qu'on peut faire entre le sport de haut niveau et l'investissement, ça va être, notre qualité d'abnégation et de persévérance. C'est-à-dire que lorsque tu vas investir, heu, tu vas être soumis à, des pressions psychologiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès lors que tu déposes ton argent, tu vas te prendre des coups. Parce que forcément, ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse, tu peux perdre un combat, mais tu peux quand même gagner. C'est-à-dire que tu peux quand même, gagner quelques combats, voir des plus-values au sein de ton portefeuille et ça peut, voilà, créer un sentiment, positif, sur tes investissements. Et en fait, ouais, c'est ça. Moi, le sport, ça m'a vraiment inculqué quelque chose, notamment sur l'athlétisme, où pendant 5 ans, j'ai fait que des contre-performances. C'est-à-dire que, quand on fait du sprint, on est attaché à quelques centièmes. Donc on peut résumer ça à quelques centimes, à quelques euros en bourse. On essaie toujours, tu vois, de chercher la meilleure perf. C'est-à-dire que voilà, au début, je courais, j'avais un niveau national. Et tu te rends compte qu'en fin de compte, les années passèrent, tu te fais des blessures, et cetera, donc ça devient un peu plus galère pour revenir et pendant 5 ans, tu continues, tu vas voir les médecins, tu vas voir des ostéos, des chiropracteurs, tu vas voir des kinés, il y a rien qui fonctionne et tu continues de t'accrocher et malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, c'est ce qui nous permet aussi de nous forger par rapport à ça, notamment en bourse, parce qu'en bourse, lorsque vous allez déposer votre argent, celui qui vous dit que la bourse est sans risque, c'est pas vrai. Premièrement, le risque, alors j'aime bien dire que sur le long terme, c'est pas le risque vient pas de la bourse, mais provient des investisseurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est plutôt les émotions que vont vous apporter la bourse qui vont vous faire perdre de l'argent. On le sait, sur une période très longue au niveau des investissements, le S&P 500 rapporte en moyenne sur 100 ans, on a un rendement autour de 10,43% sur 100 ans. Donc il y en a qui disent que c'est la fin des États-Unis, il y en a d'autres qui vont dire bah non, ça va continuer de grimper. Moi, je pars du principe qu'on va continuer de grimper parce que voilà, si sur 100 ans on a continué, ça continuera ainsi. Surtout que les entreprises continuent d'innover, continuent à grappiller de la part de marché. On a les pays émergents qui vont commencer à peser énormément, notamment sur l'Inde. Apple l'a très bien compris, donc va Ouais. réduire de chiffre d'affaires. Donc attendez-vous, moi je pense très sincèrement, à voir Apple exploser dans les années à venir. Et donc en fait tout ça, par rapport aux émotions, c'est que lorsqu'on voit une moins-value sur son portefeuille, eh bien, on va dire: «Ah bah, attends, j'ai perdu de l'argent, il faut que je vende tout de suite». Mais c'est une blessure. C'est-à-dire que c'est une blessure. Si vous avez correctement choisi votre action ou si vous avez bien sélectionné vos ETF, vous savez qu'à l'avenir, en fin de compte, ça guérit et ça peut monter à l'avenir. Donc il y a un lien étroit, oui, entre, le sport de haut niveau et l'investissement. Je dirais un peu moins, c'est plus le trading en fin de compte. Le trading, tu vois, c'est vraiment une pratique un peu intensive parce qu'il faut être chaque jour, chaque heure, tu vois, devant son écran. Il faut savoir analyser les courbes, il faut savoir, un peu anticiper les marchés et ça, tu vois, c'est pas ce que je fais. Et quand je parle d'investissement en bourse aux gens, ils ont cette image en plus. Ouais, alors, ça dépend à quelle période de l'année, en fait, Ouais, tu vois? Ça dépend vraiment. Le sport de haut niveau, tu vois, c'est tous les jours où tu peux vraiment en chier. ouais. Quand tu es sûr de l'investissement, c'est sur vraiment du long terme. Si tu crois vraiment à ton entraînement et à la préparation que tu as mis, oui, ça Ouais. peut tenir et donc tu peux te faire confiance sur le long terme. Mais par contre, des gens qui ne sont pas entraînés, oui, qui vont aller qui vont aller sur la bourse, ils vont faire un sprint, mais ils vont se péter. Et ça, par contre, c'est la différence entre l'investissement et le trading. L'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si vous voulez faire du sprint et si vous voulez cramer votre capital, vous pouvez réserver une petite poche. Tiens, on va reprendre l'enveloppe. Vous tapez enveloppe kiff, enveloppe YOLO et vous allez sur du trading, avec sur du 10 par mois, quoi. Et 10 par mois, ça va pas. Bonne chance. Voilà, il faut retenir une chose de toute façon, le risque et le rendement, sont les 2 faces d'une même pièce, hein. C'est l'un ne va jamais sans l'autre, hein. Ça, c'est toujours comme ça. C'est vrai que moi je trouve que le mindset, c'est quelque chose qui est trop souvent oublié. Quand on a envie d'investir, on focus tout, on a tout de suite envie de, bah voilà, on va faire une allocation d'actifs, tu vas investir dans tel ETF, telle action à dividende, telle classe d'actifs. Mais on oublie souvent le mindset, qui est en fait trop important.
En plus, le mindset par rapport à ça, c'est que le corps humain est vachement complexe, même le cerveau. On est assujetti à plein de biais Ouais, et en fait, les biais cognitifs qu'on a en bourse, ils sont vraiment mortels. Tu peux avoir le biais de l'innovation. Ça, c'est-à-dire que, tu vas choisir plutôt des entreprises, innovantes, c'est-à-dire que tout le monde en parle à ce moment-là. Waouh, c'est l'investissement du moment, il faut y aller. On va revenir sur Zoom, par exemple. Je pense que tout le monde connaît Zoom, la plateforme de visioconférence. Tout le monde en parlait période du Covid. Ah, ouais, on va être enfermé pendant 5 ans et cetera. C'est la boîte qui va nous propulser vers le haut. Il y avait des PER qui étaient astronomiques. Le prix, en gros, pour vous dire tout simplement, c'est que le prix de l'action était surévalué. Elle a monté à 300 $, un truc comme ça, et puis ouais, maintenant elle vaut plus rien, quoi. Elle vaut 80, 90. Elle a perdu énormément de sa valeur parce que pourquoi les gens étaient, il y a eu ce syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire waouh, ce truc-là, il est incroyable, il faut que j'y aille, il faut qu'on investisse. Sauf qu'en fait, ce compte, c'est pas bien raisonné. Dès lors qu'on pense avec les émotions, c'est pas bon en bourse. Il faut être très pragmatique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une roadmap pour choisir vos actions, pour choisir vos ETF? C'est ce que je fais avec les différents outils que j'ai mis en place, pour bien analyser en avant, pour pas être trop à l'écoute de nos émotions. Et si ça ouais. rentre pas dans les cadres, eh ben, on n'écoute pas les émotions. Mais il y a plein de trucs comme ça, hein. Il y a le Pour, biais trading, ouais, le moutonnier, où tu suis en fin de compte l'investissement des autres et ensuite après tu dis que la personne, ouais, elle m'a fait perdre de l'argent. Moi, je sais que par exemple, il y a un de mes abonnés, tu vois, qui m'a contacté. Il m'a fait, «Ouais, Sony, j'ai perdu de l'argent à cause d'un tel, à cause de cet influenceur, je l'écouterai plus». Et là, je lui fais: «Bah, attends mon coco, non, c'est pas lui qui a tort, c'est ouais, toi. Parce qu'en fin de compte, lui, peut-être qu'il t'a dit ça, lui, il voit de son expérience personnelle, mais c'est toi qui l'as suivi sans prendre de ouais. décision». Et c'est ce que je veux faire, en fait, avec l'école Sequoia, tu vois? C'est vraiment arrêter de suivre tout le monde, c'est-à-dire faites-vous, soyez autonome, soyez vraiment acteur de votre avenir financier. Exactement, ouais. Ne laissez pas votre avenir financier à un banquier qui peuvent aussi vous faire perdre de l'argent. Moi, j'ai un cousin, par exemple, qui a ouvert un PEA, pendant 10 ans, ça lui a rien rapporté du tout, à part Ouais, payer des frais, quoi. ouais. Surtout, quand c'est en banque. Et surtout quand c'est en banque, en plus de ça. Mais voilà, c'est ça. Et Il il y y a a il y plein de a biais, il y a plein de biais, biais du résultat notamment. On est beaucoup ouais, plus attaché à des résultats passés, et forcément en bourse, les résultats passés ne préjugent pas des performances futures, donc il faut faire attention à ça. ça m'a fait penser à quelque chose, pour ajouter un peu sur cet aspect mindset. J'ai un ami, moi, une fois, qui est venu me voir et qui m'a dit, lui, c'était un ami c'est un ami qui est très tech. Ouais. Il adore la tech, il écoute plein de podcasts sur la tech et tout. Et il commençait à voir un peu, le tout le monde qui parlait d'IA, à un moment, Mmh. avec, ChatGPT et tout ça. Et sauf que c'était déjà quelque chose qui était mainstream, en fait. C'est-à-dire, tu à Leclerc, tu pouvais avoir une discussion sur l'IA avec, ta caissière. C'était déjà trop tard. D'ailleurs, souvent, quand tout le monde parle d'un sujet, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que c'est trop tard. Et il m'a dit: «Ouais, est-ce que tu penses que franchement, je pense que l'IA, ça va exploser et tout, c'est un truc de ouf, ça va être révolutionnaire». Et je lui ai expliqué un peu, la théorie des marchés efficients, du fait que en fait, ça se fait pareil, c'est un biais cognitif. En l'occurrence, j'ai Mmh. pas le nom, mais c'est un biais cognitif qui fait que tu as l'impression parfois d'avoir des connaissances ou des informations que les autres n'ont pas. Sauf qu'en fait, ces infos, sont publiques. Quand tu as envie, par exemple, tu te dis: «Voilà, j'ai envie d'investir dans l'IA, ce genre de choses», et en fait, le marché reflète déjà, cette évolution future, ce qui est, C'est la ça, théorie des marchés la efficients. la théorie de l'efficience des marchés, ça vient d'Eugène Fama, Ouais, qui dit en fin de compte que, le prix reflète la véritable, enfin toute l'information est déjà compris dans le prix de l'action. exactement, En exactement, fin de compte, vous voyez le prix, et bien en fin de compte, il y a déjà toute l'information qui a été mise dedans. Donc en fin de compte, ce qu'on dit à travers ça, c'est qu'on peut pas prédire l'évolution du marché. exactement. Et alors par contre, il y en a par rapport à la théorie de l'efficience du marché, il y en a qui sont contre, notamment Warren Buffett qui aussi Ouais, apporte son petit mot à travers ça. C'est que lui, il dit: «Oui, les informations, mais sur le court terme». C'est-à-dire ouais, que lui, il prône plutôt que, la valeur des entreprises, rattrape toujours sur le long terme. C'est-à-dire la valeur intrinsèque. Quand on parle ouais. de valeur intrinsèque, c'est les résultats de l'entreprise, ses fondamentaux, son chiffre d'affaires, ses résultats nets, ses marges et cetera. Si ça évolue à hausse, le prix ira forcément à la hausse. Mais oui, ça, c'est des biais aussi qu'il faut faire attention. Ouais. Il faut faire très attention et ne pas chercher à anticiper, à rentrer au meilleur moment parce que vous pouvez, perdre beaucoup d'argent aussi à essayer de rentrer au meilleur moment, hein. C'est qu'il y a des On il y a il y a des résultats, hein, sur ça, si Ouais, louper
tu vois, tu restes constamment investi. Tu gagnes, par exemple, avec 10 000 € investis, en restant constamment investi, tu gagnes 174 000. Il y avait une étude comme ça, 174 000 $. Et si tu loupais juste les 10 meilleurs jours, Exactement, ouais, tu j'avais perdais vu la ça, ouais. moitié, en fin de compte, de tes investissements. Donc, Ouais. en fait, ne pas chercher à timer le marché, rester investi sur le long terme, tu gagneras beaucoup plus qu'essayer de timer le marché, alors que le marché efficient te dit clairement qu'en fin de compte, tu peux pas. Ça, c'est une question que j'entends souvent, c'est, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour investir? Ah, mais La c'est tout fausse le temps. question. Ouais. Je pense que toi, tu l'as souvent aussi, pour les en fait, les débutants. Mmh. Et en fait, la vraie réponse, c'est qu'il y en a pas. Mais Alors bon, moi je pense qu'ils disent ça parce qu'ils sont pas prêts d'investir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ouais, c'est peut-être une excuse qu'ils se disent pour se dire: oui, «Ah, je suis pas effectivement. sûr d'investir, je me sens peut-être pas capable, donc est-ce que c'est le bon moment?» Ils attendent le meilleur moment, qu'en fin de compte, que toutes les étoiles soient Ouais. alignées pour se dire: «OK, c'est bon et j'y vais». Sauf qu'en fin de compte, ça fait comme LVMH en fin de compte, ça continue de monter et jusqu'à ensuite tu t'en mords les doigts et puis tu dis: ah bah zut alors». Il y avait une citation comme ça, j'ai plus la ref, mais c'était du style, «Le 1er meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième c'est aujourd'hui». Mmh. Et en fait, ça reflète complètement ça. C'est en fait, bah, investis comme une machine tous les mois en DCA, comme on l'avait dit un peu, essaye d'automatiser au maximum, Ouais, et puis tes investissements il y a plein de choses pour automatiser. Tu sais, maintenant, il y a des plateformes qui ouais, démocratisent l'investissement, très, très bien. Par exemple, on a Trade Republic qui te permet de faire des plans d'investissement programmés. On a Scalable Capital aussi qui te permet de faire des plans d'investissement programmés. Donc en fait, chaque mois, en fin de compte, votre argent est prélevé sur votre compte et investi automatiquement sur différents produits financiers. ça, tu vois, c'est un truc moi qui me manque dans le PEA, ce côté automatisation, Ouais, par contre sur le PEA, ouais. Sur le c'est PEA, la mais de toute façon, on a vraiment un problème au niveau du PEA là actuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas, les mêmes avantages que sur les néo-courtiers qu'on peut avoir ouais, du style, Trade Republic, Bourse Direct, non, Trade Republic, ouais, Scalable Capital ou même Trading 212. On est vraiment, sur vraiment quelque chose de très, académique si je puis dire, vraiment à la vieux de la vieille, tu vois? ouais, Enfin, et passer ton ordre, il y a vraiment pas ça encore qui est mis en place. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'un jour ça viendra. et c'est vrai que moi j'avais rencontré quelqu'un, d'ailleurs qui m'avait fait qui m'a apporté un autre regard là-dessus, que j'avais rencontré qui était dans la formation de Mathieu S'investir, la bourse démocratisée, qui est une super formation. Moi, c'est la formation que j'ai pris pour me former, sur la bourse. Et j'avais rencontré quelqu'un qui justement, il savait par A plus B que le PEA c'était super optimisé et tout, mais il a dit: «Moi je me connais, j'ai envie d'optimiser au maximum, du coup j'investis tout en assurance vie, j'ai, mon, virement automatique et mon allocation d'actifs, elle est faite automatiquement». Et ça, c'est quelqu'un qui a eu la force d'esprit de se dire: «OK, je me connais, je sais que je peux faire des mauvaises décisions ou que je vais me dire: "Ouais, je vais investir" et que si je le fais pas automatiquement, je sais pertinemment en fait que je vais pas le faire». Mmh. Et il a eu cette force d'esprit de se dire: «Bah, OK, peut-être que ça va pas être le plus optimisé, mais je vais automatiser ça via une assurance vie», tu vois? Je trouve ça intéressant comme manière de faire. Tout dépend toujours des profils. Tout Exactement. dépend toujours des profils et ça dépend aussi de ce que tu veux choisir, tu vois? Il y a vraiment pas de stratégie, qui est déjà définie pour quelqu'un, en fin de compte. Enfin, Mmh. je pense qu'on peut aller sur tout et n'importe quoi, mais tout dépend, en fin de compte, de vraiment de ce que vous voulez faire. Chacun a ses envies et chacun veut voilà, si tu vois l'assurance vie, ça lui va très bien, OK. Tu as d'autres qui vont vouloir investir sur des actions françaises et ben, ils vont peut-être partir sur un PEA et acheter voilà, faire une stratégie de stock picking avec des actions à dividendes. Mmh. D'autres vont plutôt partir sur des ETF, beaucoup plus passifs avec une gestion beaucoup plus passive. Il y a différentes choses, il y a vraiment différentes stratégies. Je vois qu'on a parlé pas mal de choses. On a parlé de mindset, on a parlé de budgétisation et cetera et on rentre un petit peu dans le concret là de l'investissement. Est-ce que, tu peux un peu nous expliquer du coup, bah, toi ta stratégie Mmh. aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu es, je sais pas si tu es, ouvert à partager, ton patrimoine actuel et ta stratégie d'investissement? Hem et de voilà, d'expliquer même à quelqu'un qui arrive là sur ce podcast et qui n'y connaît rien, qu'il arrive à comprendre à peu près, ta Alors stratégie aujourd'hui. ma stratégie principalement, c'est de dégager des revenus complémentaires, de créer des revenus passifs qui sont exponentiels dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stratégies, notamment première, tu as les actions à dividendes qui représentent aux alentours de 115 000 € de patrimoine, par là, je parle de CTO plus PEA. Ensuite, je dirais sur les SCPI. Les SCPI, c'est de l'investissement, c'est de l'immobilier digitalisé que j'appelle, c'est-à-dire qu'on achète des parts en SCPI. On investit avec une société qui va gérer un parc immobilier à ta place, donc on n'a aucun locataire à gérer, on n'a rien du tout et ça nous génère des revenus mensuels. Tout dépend des SCPI. Tu as aussi le crowdfunding où tu prêtes de l'argent, c'est un peu comme j'aime bien dire là, une cagnotte litchi,
où tu vas prêter de l'argent et en fin de compte, c'est des coupons d'obligations, ce sont des obligations d'entreprise qui vont être remboursées chaque mois, des intérêts, et ensuite, à la fin, tu retrouves ton capital global. D'entreprise et même de l'immobilier pour Et le oui, crowdfunding, ouais. sur le crowdfunding, ouais, on peut aller aussi sur de l'immobilier. Il y a ça, il y a un petit peu de crypto-monnaie qui représente. Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas parlé. Donc SCPI, ça représente peut-être 15 000. Je suis à 15 000 euros. Crowdfunding, j'étais à 18 000. Et sur la crypto, c'est aux alentours de 20 000. Mais ma stratégie principale, là, et celle que j'enseigne à une grande majorité, c'est les actions à dividendes. Donc aujourd'hui, en résumé, actuellement, en patrimoine actuel, tu as combien à peu près? En patrimoine actuel investi, Ouais. Je dirais aux alentours de 150 000. Ok, Sans ça marche. compter la liquidité. Après, il y a la Ok, ça marche. liquidité, il y a les livrets, il y a tout ça. Donc en gros, ça monte à 200 000 euros de patrimoine. Et du coup, pour un peu approfondir cette technique, du coup, cette manière d'investir que tu transmets, qui est les actions à dividendes, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, du coup, un peu plus comment tu fais, comment tu sélectionnes une action, ce genre de choses, de manière, encore une fois, très, très simplifiée? Ouais, alors pour vous faire simple, qu'est-ce qu'une action à dividende? Une action à dividende, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Quand elle génère des bénéfices, quand elle génère de l'argent, elle va vous redistribuer une partie. Donc une entreprise, par exemple, on va prendre Starbucks. Quand une Starbucks génère des bénéfices à la fin de l'année, elle va vous verser donc un dividende. Donc il y a un certain rendement sur ce dividende-là. Ça peut aller à 2%. Donc 1 000 euros investis sur 1 000 euros d'investissement, ça vous fait 20 euros. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est pas grand-chose, c'est pas ouf, mais j'y reviendrai aussi un peu plus tard après. Et en fin de compte, le but, c'est de gagner, avec ces actions dividendes, c'est se générer des revenus complémentaires par rapport à ça. Et ça, c'est la stratégie que j'aime bien, mais en fait, il y a une autre façon aussi de le voir, c'est de choisir des entreprises actions à dividendes, mais croissants dans le temps. C'est-à-dire qu'ils sont capables à la fois de faire croître le montant de son dividende, parce qu'il faut savoir que le montant du dividende vous est versé chaque année, mais il peut aussi augmenter chaque année. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui sont en très bonne santé financière, qui vont l'augmenter, qui vont augmenter ce montant-là, et donc, en parallèle, augmenter votre rendement du dividende. Et donc, c'est pour ça que j'appelle que c'est vraiment un salaire qui est croissant dans le temps, parce que, en fin de compte, par rapport au prix où vous l'avez acheté, mais si le montant du dividende augmente, il y a un calcul qui se fait par rapport à ça, mais votre rendement augmente dans le temps. Il y a des actions à dividendes qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans, etc. Donc ça devient très très intéressant, mais sur le long terme. Tu investis aussi en ETF? ETF, ouais, un petit peu, mais pas trop. Franchement, Ok. je suis pas trop sur les ETF. Pourquoi ça? Parce que je préfère la performance des actions à dividendes croissants. Ok. C'est-à-dire, alors après, tu peux être sur les ETF. Moi, c'est une stratégie aussi que j'enseigne, parce que j'ai aussi un petit portefeuille là-dessus. Ça, il y a aucun souci. Je connais. C'est plutôt une stratégie qui est vraiment, qui a fait ses preuves sur le long terme et qui est plutôt très performante. Comme on l'avait dit avec le S&P 500, qui te fait gagner sur 100 ans 10,43% par an, donc ce qui peut être intéressant. Bon, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Euh, mais ce qui est bien, tu vois, avec les actions à dividendes, c'est que il y a eu plein d'études, tu vois, sur ça, notamment sur les actions à dividendes aristocrates et sur les S&P 500 qui surperformaient le S&P 500, surtout sur le long terme, mais aussi qu'il y a moins de volatilité par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais là, on part sur des concepts qui sont un peu complexes en soi. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien sur les actions à dividendes, parce qu'en fait, il y en a souvent qui disent, tu sais, que les actions à dividendes n'enrichissent pas l'actionnaire. Sur l'instant T, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsque vous avez un montant du dividende qu'on vous distribue, par exemple, vous avez une action à 100 euros que vous tenez dans le portefeuille, une action vous paye 5 euros, enfin 5 dollars, bah, vous avez en fin de compte ce 100 euros d'action va se transformer en 95. C'est juste une réallocation. En gros, c'est juste une transmission de valeur qu'on vous fait, mais c'est exactement la même chose. Et en fin de compte, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que par contre, c'est que le dividende, il enrichit l'actionnaire, mais sur le long terme. Parce que comme je l'ai dit, le rendement est croissant dans le temps, mais uniquement si on sélectionne bien ces entreprises. Parce que si on prend un dividende qui reste stable tout le temps, mais qui n'augmente pas à l'avenir, en fin de compte, oui, en gros, vous allez gagner des dividendes, mais en fin de compte, ça va fluctuer dans le temps. C'est-à-dire que ça va rester stable dans le temps. Vous n'allez pas gagner en valeur. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est que le rendement du dividende, enfin, le montant du dividende doit augmenter chaque année. Donc, c'est-à-dire une entreprise vous verse 1 dollar, 1,30, 1,60, 1,80, 2 dollars, etc., etc. Mais ça peut uniquement, pourquoi est-ce qu'elle peut faire ça? Elle peut uniquement si la santé financière de l'entreprise est bonne. Donc uniquement si elle réalise de plus en plus de bénéfices, etc.
Et en fait, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que si tu poses cette formule du dividende qui est, tu poses la formule montant du dividende divisé par le prix d'action. Mm. Si par rapport à ton prix de revient unitaire, donc le prix de l'action que tu as acheté initialement, mais si le montant du dividende augmente chaque année, vous pouvez faire le calcul, hein, vous faites la division, un montant du dividende qui augmente chaque année et le prix de l'action qui reste le même, C'est vous allez le voir, yield and cost, c'est ça? c'est ça, c'est le yin and cost qu'on appelle ça, eh bien il va augmenter dans le temps. Mm. Et on peut avoir des rendements qui sont astronomiques si on sélectionne bien nos entreprises. On peut avoir par exemple du Lowe's qui atteint, tu vois, au bout de 15 ans, qui te fait du 18% par an juste sur le dividende. Coca-Cola récompense Warren Buffett à au-dessus de 50% par an. On a également Altria. Altria, c'est une boîte qui a été exponentielle, qui verse plus de 90% maintenant de rendement à ses actionnaires qui ont investi il y a plus de 30 ans de ça. Ouais. Donc tu vois, c'est toute une composante. En fait, le dividende, c'est pour ça que le dividende, en gros, ne doit pas être le seul indicateur de choix d'une entreprise. Exactement. Je pense que ça, c'est très important de le préciser. Quand j'avais cherché un peu pareil, comment investir mon argent, j'étais très vite tombé sur les vidéos de Mathieu, qui d'ailleurs, lui, aime bien tacler en général les Il actions à aime bien dividendes. les dividendes, Mathieu. Ouais. Il aime bien tacler ça. Et du coup, bah, j'ai adopté un peu sa philosophie, mais j'ai toujours gardé un avis. Voilà, j'ai toujours été curieux, tu vois, des actions à dividendes, même si je me dis, ok, bon, il y en a un qui dit ça, mais je vais croiser les sources, ce genre de choses. Euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal, pour être honnête, avec les actions à dividendes. Les arguments classiques, je pense que tu les connais. T'as cité avant l'imposition, mais bon, c'est pas une réalité sur PEA. Il y a aussi le fameux détachement du dividende, hein, en fait, qui n'est pas un enrichissement, ça t'en a aussi parlé. Il y a aussi le fait de nécessiter, par exemple, de payer des frais, tu vois, pour réinvestir ton dividende. Il y a tous ces facteurs-là qui font que c'est vrai que d'un point de vue personne qui est un peu fan, tu vois, de la gestion passive, qui vraiment se simplifie la vie au maximum. Et je trouve qu'il y a un facteur qu'on oublie aussi, dis-moi si je me trompe, c'est qu'en fait, souvent, les investisseurs, moi, c'est l'impression que j'ai, hein, Mmh. les gens qui investissent dans les actions à dividendes sont souvent même des passionnés de l'investissement en bourse. Et il y a ce côté vraiment passion, je trouve, qui ressort. Et c'est pour ça que les actions à dividendes ne sont pas faites pour tout le monde. Ouais, Quelqu'un qui veut juste investir son argent de manière totalement passive, qui veut pas se prendre la tête, qui veut pas analyser les chiffres de l'entreprise, qui est pas intéressé par le côté performance, n'a rien à faire sur les actions à dividendes. Les actions à dividendes, si tu veux vraiment te créer un revenu complémentaire chaque mois, tu peux le faire aussi avec des ETF. Mais mm, par contre, tu auras jamais la même performance, un ETF avec Apple. Tu prends Apple, tu prends le S&P 500, tu aurais mieux fait de prendre Apple, en fait. Parce que tu sais que Apple, en termes de perf, voilà. Mais oui, le dividende, en fin de compte, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ce qui doit venir tout de suite agripper l'investisseur. Mais il y a un taux, il y a un tout autre facteur. Il faut savoir qu'aussi les actions à dividendes qui versent depuis 25 ans ont eu de bien meilleurs résultats en termes de chiffres sur le RE et sur les bénéfices à long terme. C'est-à-dire que tu as le S&P 500 et puis tu vois, tu as deux colonnes et tu as le S&P 500 dividende aristocrate. Les dividendes aristocrates ont eu un return on equity beaucoup plus supérieur en gros sur le long terme par rapport à ceux qui n'en versaient pas. Mais voilà, mais en fait, c'est deux stratégies totalement passives. Il y en a, si tu ouais. veux pas te prendre la tête, pas du tout sur ça, eh bien, tu choisis les ETF, qui fait très, 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 très bien le taf. Ou alors, si tu veux essayer, voilà, de rajouter un peu côté performance, etc., si tu veux recevoir des revenus passifs qui augmentent dans le temps, tu peux prendre des actions à dividendes. C'est vrai. Bon, moi, tu vois, j'essaye de plus en plus. J'ai fait un peu comme toi, c'est-à-dire au début, je me suis focalisé sur un type d'investissement. Moi, en l'occurrence, c'était pas les actions à dividendes, c'était vraiment la gestion passive. Et plus je creusais le sujet, plus je me rendais compte qu'en fait, alors il y a la fameuse, voilà, le fameux MSCI World qu'on connaît tous Mmh. quand on essaye de se renseigner, qui est vraiment la solution la plus simple possible. Voilà, tu as un ETF, un panier d'actions, à peu près 1600 entreprises réparties dans 23 pays développés. Super simple. Et je te rends compte qu'en creusant encore un peu plus, les ETF, en fait, ça peut devenir quelque chose, pas de complexe, mais que tu vas pouvoir optimiser encore plus qu'un simple MSCI World. Et pareil, je pense que c'est vrai dans plein de sujets, faut essayer parfois de gratter un peu la surface et d'aller creuser un peu ces sujets-là. Moi, tu vois, par exemple, j'investis pour l'exemple du MSCI World, j'ai optimisé un peu les frais. Tu vois, le MSCI World a quand même, pour un ETF, des frais assez élevés. Donc, tu vois, j'ai fait un portefeuille, on va dire, diversifié avec du S&P, du MSCI Europe, des pays émergents, t'en as parlé, c'est super important, je pense. C'est pas un conseil en investissement. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel de croissance assez ouf, notamment avec l'Inde aussi que tu as cité. Bref, tout ça fait que, et aussi j'ai une autre, ça c'est ce qu'on appelle un peu mon core portfolio.
Et j'ai autre chose qui s'appelle un peu le satellite portfolio, qui est en fait mes investissements un peu YOLO, comme tu disais avant. Moi, je fais pas de trading, mais je vais avoir des investissements beaucoup plus risqués que je déconseille fortement, du style des ETF avec effet de levier sur du Nasdaq. Mmh. Ça, faut faire très attention. Du style la crypto-monnaie aussi, qui est aussi un investissement risqué, mais qui peut venir booster ta performance, mais en mettant une enveloppe très très faible. Et c'est ce côté diversification, je trouve super important. Pareil, je m'intéresse aussi au SCPI. Je pense que au plus je vais, comment dire, au plus je vais me rapprocher entre guillemets de la retraite, ou que je vais grandir, je vais me rapprocher de cette classe d'actifs qui est un peu plus sereine dans le temps. Mais voilà, je sais pas ce que toi tu penses de tout ça. Tu as aussi un peu une poche à, comment dire, la poche un peu YOLO que tu as appelé avant, il me Bah, semble. la poche YOLO, je l'ai, un peu moins, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai du mal à gérer avec tout, tu vois, toutes les opportunités qu'il peut y avoir, tu vois? Genre là, tu vois, j'étais au début sur la crypto, et sur la bourse, et quand j'ai vu qu'en fin de compte, il existait le crowdfunding et les SCPI, tu vois, tu commences encore à diversifier. Donc en fin de compte, à la fin, il te reste plus grand chose, tu sais plus trop où mettre de la ton argent, Ouais. clairement. Et Et puis il y a même le private equity, tu vois, aussi, où tu peux t'intéresser à ça. Enfin, tu vois, et là, moi, je suis pas du tout dedans parce que je suis plus sur la bourse, je t'avouerai. c'est Et vrai c que quand tu es passionné par ce sujet, tu peux vite Ouais, trop te diversifier et te répartir dans plein de trucs. Faut faire un peu gaffe aussi à l'extrême de trop se diversifier, quoi. totalement. Ouais, non, faut faire attention, et ouais, pour revenir, tu vois, par rapport aux ETF, tu vois, tu parlais de trop diversifier, et c'est vrai que le World, je trouve qu'en fait, il est pas si adapté que ça, Mmh. parce qu'en fait, le World est très centré quand même sur les États-Unis. Ouais. Il est assez centré sur 60% les même à peu près, non? Ouais. Alors après, autre chose aussi qui est intéressant, c'est de rajouter un peu de smart beta. Je pense que Ouais, tu en as déjà entendu parler. ouais. Du coup, tu mets un ETF World Quality, où tu commences à mettre, voilà pourquoi aussi j'aime bien les actions à dividendes, parce que, les actions même individuelles, parce que quand tu rajoutes un petit peu de critères de qualité, c'est-à-dire un peu de rentabilité des capitaux employés qui sont hauts, et bah là, tout de suite, tu vois, quand tu compares la performance du MSCI World et du MSCI World Quality, tu vois qu'il y a une réelle différence, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que les entreprises sélectionnées à l'intérieur, il y a du ROE qui a été filtré, il y a des bénéfices en croissance, il y a du cash flow, il y a tout ça, et tout de suite, quand tu compares les 2 courbes, bam, ça montre que l'erreur que j'ai fait aussi quand j'ai débuté, c'est d'être uniquement sur du rendement. C'est-à-dire: «Oh attends, tiens, Ouais. cette action-là, elle verse, depuis 50 ans son dividende, et bien, en fin de compte, je suis sûr qu'elle va le maintenir, donc je vais la choisir, quoi». Et en fin de compte, tu te rends compte que, bah, depuis 5 ans, elle baisse, heu, Ouais. que c'est pas fou en termes de ROE, qu'en termes que les critères sont pas bons. Alors quand je parle de ROE et cetera, c'est retour sur capitaux propres, pour ceux qui ne savent pas. C'est tout simplement, l'argent qui est apporté par les actionnaires. Par exemple, moi, je te donne de l'argent, est-ce que tu es capable d'en générer davantage? Est-ce que tu es capable de transformer l'argent que je t'ai donné en bénéfices, avec davantage de bénéfices? Et il y a des entreprises qui le font très bien et qui sont de plus Mmh. en plus profitables, rentables, et qui réalisent de très belles choses. C'est pour ça qu'elles arrivent à s'enrichir sur le long terme. Tu as parlé avant de critères ESG. Ça, c'est un truc que j'ai vu aussi dans mon métier de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on est depuis récemment obligé de demander à un client s'il a des préférences ESG. environnementales pour ses Ouais. investissements, et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Hem, Qu'est-ce que tu penses toi de tout ce qui est, voilà, finance verte? Est-ce que tu penses que on peut allier finance verte et performance? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors je pense que les entreprises se tendent vers plus en plus de ESG. De toute façon, on voit que les notes, et puis voilà, il y a des contraintes mises par des pays sur de la neutralité carbone. Donc en fait, on va aller sur de plus en plus des critères ESG qui vont avoir de plus en plus d'importance. Mais oui, l'ESG, j'avais vu un graphique par rapport à ça, c'est que les entreprises ESG ont tendance à surperformer aussi leurs homologues qui ont une note ESG plus basse. Pourquoi? Alors quand on dit ESG, c'est pas juste sur l'environnement. C'est surtout par rapport à la gouvernance, Ouais, par rapport, donc ESG, ça veut dire environnement, social et de gouvernance, donc il y a aussi le social. C'est-à-dire comment est-ce que les employés sont gérés à l'intérieur de l'entreprise, les salariés s'ils sont payés de la même manière, si c'est voilà, s'il y a une égalité homme-femme, l'ESG, la gouvernance, est-ce que l'entreprise respecte bien ses actionnaires? Sur le dividende, est-ce que le management est correctement géré?
Donc tout ça, tu vois, ça fait partie d'une note ESG. Et en fait, ce qui se passe à travers cela, c'est que, tu l'as remarqué avec Amundi qui a changé, Ouais. récemment ces ETF-là, avec l'ESG qui a imposé, l'ESG, à ses investisseurs. Je trouve pas ça ouf. Ouais. Ça montre aussi peut-être une petite faiblesse, de la part des ETF. Bon, là c'est trop facile là. Non, non, mais j'adore les ETF parce que c'est une méthode aussi que j'enseigne, donc non, je suis pas contre ETF du tout. Et tu vois qu'en fin de compte, le critère ESG, c'est un critère qui est de plus en plus plébiscité, surtout par les investisseurs. Et en fin de compte, psychologiquement aussi parlant, va y avoir, un marché d'offres et de la demande. C'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par les normes ESG, forcément les cours vont monter. Quand on va regarder une entreprise tout de suite sur internet, on va regarder l'ESG. L'ESG, elle est comment? A+. Ah bah OK, c'est une bonne entreprise, j'achète. Et en fin de compte, s'il y a un consensus de personnes qui se mettent d'accord sur une note, sur des critères ESG, forcément, ça va faire élever la note, des entreprises. Mais de toute façon, tu le vois, hein, Ouais. Air Liquide est de plus en plus sensible à ça. Ils publient régulièrement, ouais, nous sommes la meilleure entreprise ESG, etc., qui d'ailleurs est vrai. C'est une très très bonne entreprise. L'Oréal, exactement pareil. Et c'est aussi, moi, des critères de choix, oui, pour investir sur des entreprises. Donc l'ESG, oui, doit faire partie, en tout cas dans votre stratégie d'investissement. Pour moi, je le fais, c'est dans mes critères. Ça doit être important. Pas que pour l'environnement. L'environnement, oui, c'est très important, parce que même pour l'avenir, ça va être important, Mmh. mais aussi pour vos performances. Parce qu'il y a le côté social et aussi il y a le côté gouvernance. OK, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, toi, tu as vraiment intégré ce critère ESG, Mmh. Ouais, je dans ta l'intègre. stratégie? OK. Écoute, moi, c'est assez marrant parce que pour ce podcast, j'avais préparé quelques questions. Donc là, je suis arrivé au bout de mes questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il y a un sujet auquel tu as envie de traiter? Alors oui, on peut parler de fiscalité, peut-être sur le PEA, parce que je trouve que c'est vraiment une enveloppe qui est sous-estimée, sur les investissements. Il faut savoir qu'en termes de fiscalité, le PEA, donc, il est uniquement réservé pour les résidents français. Mmh. Et ce qui est intéressant, en fait, compte avec le PEA, c'est que les dividendes que vous percevez à l'intérieur de votre PEA, même les plus-values vendues à l'intérieur de votre PEA, sont totalement exonérés. C'est-à-dire tout ce que vous boursicotez, entre guillemets, à l'intérieur de votre PEA, vous n'êtes pas imposé. Contrairement au CTO, où là où ça fait mal, c'est que les dividendes, même si vous les réinjectez dans le CTO, les plus-values pareil, si vous les réinjectez au sein du CTO, vous êtes imposé à 30%. Ça peut aller à 30% de flat tax, ou selon votre barème progressif, vous pouvez varier en fonction de ça, mais logiquement, souvent, ça va. On opte pour la flat tax. Tout dépend de vos revenus. Mais ce qui est bien avec le PEA, donc voilà, tout ce que vous boursicotez à l'intérieur, vous êtes exonéré. Sur les dividendes, alors sur les dividendes, j'aimerais quand même rajouter une petite nuance, c'est uniquement sur les entreprises françaises. Pourquoi? Parce que sur les entreprises européennes, vous aurez un prélèvement à la source. Par exemple, l'Allemagne, vous recevez des dividendes d'une action allemande, il y aura un prélèvement à la source qui se fera par le pays en question. Donc forcément, lorsque vous allez recevoir votre dividende, il y aura une petite taxe qui sera appliquée sur le retenu à la source. Mais sur les actions françaises, c'est pour ça que j'ai uniquement des actions françaises sur mon PEA. Alors, actions françaises, j'aime bien dire ça, mais c'est surtout des actions qui sont déjà, en fait, qui sont pas si implantées que ça. En fait, qui font pas leur business en France. Ouais. Parce que, on le sait, le CAC 40 évolue beaucoup moins vite que certaines, que certains autres indices. Mais tu vois, tu prends par exemple, du Air Liquide. Air Liquide a pas sa grande majorité d'usines en France, quoi. Parce qu'elle le sait qu'en France, les usines, ça coûte beaucoup plus cher à gérer, il y a beaucoup plus de taxes et cetera. Donc en fin de compte, elle va les ouvrir en Allemagne, elle va les ouvrir autre part. Ouais. Si elle peut réaliser 50% de chiffre d'affaires en plus en Allemagne, elle va pas se gêner, elle va pas les ouvrir en France. Et c'est pareil sur LVMH. LVMH, L'Oréal, vous verrez qu'en fin de compte, et c'est pour ça que c'est des boîtes, pour moi, je pense, qui vont vraiment cartonner à l'avenir, parce qu'elles sont vachement sur des pays émergents. C'est-à-dire qu'elles commencent à s'incorporer sur l'Inde, elles commencent à traiter. Bah, de toute façon, on a aussi la Chine avec LVMH, où elle réalise aussi Ouais. un gros taux de chiffre d'affaires. Je crois que c'est plus de 30% de son chiffre Mmh. d'affaires Ouais, c'est assez ouf. est réalisé en Chine. Donc, tu vois, en France, je crois que ça représente 7%, hein. Ouais. C'est rien du tout, hein. Ouais, Donc c'est en assez fait, ouf. quand vous achetez du LVMH, vous avez en plus cet avantage fiscal qui est d'investir sur une action française, mais le chiffre d'affaires, ces malins ne sont pas est pas fait en France. Donc en fait, Ouais. compte, voilà, vous avez ce genre de boîtes qui sont extraordinaires, qui vous permettent d'optimiser fiscalement et en plus de bénéficier de la performance, et bien de cette, performance géographique, je parle en termes de chiffre d'affaires, Mmh. de la société. Et donc pour revenir ensuite sur le PEA, il y a aussi un super avantage, c'est qu'une fois passé 5 ans d'anniversaire, une fois que votre PEA a obtenu 5 ans,
joyeux anniversaire. Vous pouvez ensuite retirer vos gains avec un abattement, pas un abattement, mais vous avez en gros l'impôt sur le revenu qui est supprimé. C'est-à-dire les 12,8% que vous avez l'impôt sur le revenu seront exonérés. Vous n'avez plus. Mais par contre, vous avez la CSG qui s'élève à 17,2. Qui est quasiment toujours là, en fait. Alors, tu as vu l'historique du CSG Qui augmente petit à petit, ouais. Ah ouais, depuis je sais pas combien d'années, 20 ans, Ouais. la CSG, elle ne cesse d'augmenter petit à petit. Ouais. Jusqu'où ils vont aller? Là, pour l'instant, on est à 17,2, mais avant, on était beaucoup plus bas, quoi. Ouais. Et je sais pas les chiffres précisément, mais vous pouvez taper historique CSG, CRDS, vous verrez qu'avant, elle était beaucoup plus basse. Ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, ouais. Prélèvements sociaux, c'est bien Ouais. ça. T'as parlé avant t'as parlé de fiscalité. Moi, ça me fait penser à une autre enveloppe qui est l'assurance vie. Moi, l'assurance vie, je l'utilise pour quoi? J'utilise pour investir en SCPI, via, par exemple, les assurances vie comme l'INSEA. Je l'utilise aussi, par exemple, pour ce qui va être obligataire. Ce qui va être intéressant pour, je sais pas si tu investis en obligations. Pas d'obligation, non. En Pas termes d'obligation. parce que le rendement historique des obligations ne sont Ouais. pas, ne sont pas bons. Moi, j'ai surtout en fait des obligations soit de pays émergents qui va être plus risqué, Plus risqué. soit des obligations long terme américaines qui sont en fait décorrélées du marché action, ce qui va être une opportunité en fait quand on a un marché baissier. Donc c'est une très très faible proportion de mes investissements, mais pour ce côté à la fois SCPI et obligataire, moi j'utilise. Et aussi un point, moi je trouve qu'on oublie trop souvent. Moi, tu vois, par exemple, au début, j'ai ouvert une assurance vie juste pour prendre la date d'ouverture, pour faire tourner la fameuse date des 8 ans. On va avoir un avantage fiscal très intéressant, qui n'est pas du tout le même que le PEA, mais on va avoir des abattements. Grosso modo, c'est 4 600 € pour un célibataire de mémoire, et 9 200 pour un couple. Et il y a aussi, je trouve, un abattement qu'on oublie trop souvent, c'est l'abattement de la succession. Oui, Le jour où on va avoir des enfants, ou ce qui est intéressant en fait sur l'assurance vie, c'est qu'on va pouvoir désigner des bénéficiaires qui ne sont pas forcément nos héritiers. D'ailleurs, on peut, si on veut donner à une association, on peut la mettre. Et on a cet abattement du coup pour tout versement avant 70 ans de 152 500 € par bénéficiaire. Donc c'est assez ouf parce qu'en fait il va se cumuler avec l'abattement des fameux 100 000 € par enfant et par parent. Ça c'est une petite parenthèse que je donne souvent parce qu'en fait on pense jamais succession quand on est jeune, mais Ouais. c'est un élément qui est assez intéressant. Donc limite, et regardez un peu ce qui existe comme assurance vie. Moi je dis en fait en ouvrir une, parfois tu mets juste le minimum nécessaire dessus, et ça te sera, je pense, utile à un moment ou à un autre de ta vie. Surtout que les règles fiscales changent souvent. C'est-à-dire que là, le gouvernement peut très bien dire, nouvelle loi de finances, on va changer la fiscalité de l'assurance vie. Celles qui ont été ouvertes avant, entre 2017 et 2023, elles auront les règles classiques, et les nouvelles, elles auront une règle toute pourrie. Donc il y a aussi ça, je pense, à prendre en compte, et qui est intéressant, et qui est un élément, je pense, de réflexion pour les personnes qui nous écoutent. On a de temps en temps cité des livres dans ce podcast. On va changer complètement de sujet là. Est-ce que tu as des petits livres à recommander pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'en apprendre plus sur l'investissement, l'épargne, le mindset, ce genre de choses? C'est quoi, toi, les livres que tu as préférés dans ce domaine? Alors, ce sont des livres plutôt complexes. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé en bourse, j'ai pas commencé avec des livres. Quand j'ai commencé en bourse, je me suis principalement renseigné, moi, sur des podcasts, comme je OK. propose avec le mien, comme tu proposes avec le tien. Écouter, voilà, ça me permet aussi de voir tout ce qui peut se passer, et je trouve que c'est beaucoup plus, tu gagnes du temps, en fin de compte, tu vois? Quand tu Ouais. pars dans les transports en commun ou quand tu conduis, tu as pas forcément le nez sur un livre. Ouais. Mais sinon, après, voilà, quand j'ai commencé à avoir 2-3 billes, j'aimais bien, moi, j'aime beaucoup le livre «Seuls les meilleurs gagnent» OK. de Peter Sellern. Il y a «L'investisseur intelligent» qui est un peu vieux, mais qui permet en fin de compte de comprendre l'esprit value de Benjamin Graham et de Warren Buffett. Ouais. Je crois que ces 2 livres-là, ouais, moi, c'est ceux qui m'ont. Après, j'en ai plein d'autres, hein, tu vois? Si je me Ouais. derrière ma bibliothèque, Après, je sais qu'il y a des livres sur les ETF, comment piloter un portefeuille d'ETF que j'ai pas lu, que j'aimerais bien lire. Ouais. Toi, tu connais certainement le nom de cet auteur? Sur les ETF, Ouais. j'en ai entendu parler aussi, je l'ai pas en tête, mais je sais que beaucoup de gens sont rentrés dans le monde des ETF. Je suis sûr, en tapant ETF sur Amazon, vous allez trouver le premier livre, ça va Ouais, être voilà, ça. c'est ça. Mmh. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé un livre de Ramit Sethi. D'ailleurs, Ramit Sethi s'est fait connaître, encore plus connaître récemment à cause de sa série Netflix. Je sais pas si toi tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. Qui fait une série Netflix où il va aller
des foyers américains, des personnes en situation parfois très compliquée financièrement, Ah oui, je l'ai vu ça, c'était ça. et qui va jouer un peu, c'est le gourou américain, coach pour qu'ils aient une meilleure santé financière. Et bref, il avait écrit un livre, moi j'ai adoré, qui m'a fait un peu rentrer aussi dans le monde des finances personnelles, qui s'appelle I Will Teach You to Be Rich. Je crois qu'en français, c'est Être riche, un truc comme ça, de Ramit Sethi, que moi j'ai adoré. Il y a le fameux Père riche, Père pauvre aussi, Mhm. qui est indémodable et qui est un classique. Et il y en a un qui est, je trouve, trop méconnu, c'est La psychologie de l'argent, de Morgan Housel. Je sais pas si toi tu l'as lu, mais c'est je trouve vraiment un banger. La psychologie de l'argent, non, je l'ai pas lu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je sélectionne un livre sur la bourse, alors peut-être qu'il en parle du coup, mais tu vois, je m'intéresse tout de suite à ce qui a marché sur les anciens investisseurs. C'est-à-dire, j'ai aussi lu par exemple Peter Lynch, Si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Tu vois, quand je sélectionne un livre sur la bourse, j'espère toujours trouver, tu vois, quel indicateur, quel ratio financier a permis à ces investisseurs de surperformer le marché, tu vois? T'es beaucoup plus chiffre. Ouais, ah ouais, non, moi je suis très, très chiffre. De toute façon, ça c'est mon Ok, côté, athlète, côté haut ouais, niveau un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut tout ouais. mesurer avant d'entrer. La partie théorie, oui, c'est bien, mais j'aime bien quand il y a quand nous, on peut s'appuyer de manière autonome sur des parties chiffrées. Et non, et psychologie de l'argent, du coup, ça parle pas du tout de ça, hein. Alors, la psychologie de l'argent, ça parle de plein de sujets différents, impossible d'en faire un résumé Ouais. comme ça. J'avais fait un petit résumé sur mon blog dessus. Et en fait, ça explique justement l'aspect aussi biais cognitif sur l'argent, donc c'est super intéressant. Et en fait, l'auteur, via aussi des exemples personnels, il t'explique que parfois, les meilleures décisions financières pour toi, c'est pas forcément celle qui va être rationnellement la meilleure en termes de chiffres et tout, mais c'est celle qui va respecter aussi ta propre psychologie Mmh. vis-à-vis de l'argent. Ouais, 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 alors en se basant pas du coup, il est contre mon idée alors. C'est-à-dire se baser sur des ratios financiers, ça va Bah, pas du tout, tout je pense que c'est bien d'avoir une approche entre les deux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Ouais. peut-être moi je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que ça se trouve, les gens quand ils veulent investir, faire ce que moi je fais en termes d'analyse, ça va les faire, «chier» entre guillemets. Clairement, ils ont pas envie de regarder le nez là-dedans, ils ont envie, voilà, que ça soit ultra passif, et donc du coup les ETF est plutôt fait pour eux. Et il y en a d'autres qui vont plutôt être à fond sur, Ouais. bah, ouais, sur la sélection d'entreprises, être actionnaire de LVMH, être actionnaire de Apple parce que ça les fait kiffer. Et mais on l'entend ça, tu vois? Il y a beaucoup d'investisseurs, bah, de toute façon, on l'a dit en début d'épisode, hein. Il y a des Mmh. investisseurs qui veulent se sentir actionnaires, qui veulent détenir une action parce qu'ils se Mmh. sentent, voilà, ils sentent qu'il y a quelque chose. Quoi? Je sais pas, mais en tout cas, ça les val alors je pense qu'il y a en termes d'ego. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on détient quelque chose par rapport à ceux qui détiennent tout et n'importe quoi, comme sur les ETF, par exemple. J'ai suffisamment de recul pour dire, je pense que ça c'est très bien en fonction de ce que Ouais. tu veux faire. Tout est bon, mais à toi de choisir les bons trucs qui te conviendra. Il y avait ce côté, je crois que c'est dans un podcast avec on le voit beaucoup lui dans les podcasts. Je crois que c'était le directeur France de Trade Republic, Mmh. et il avait fait pareil un podcast où il avait expliqué aussi ce côté, pas forcément égo, mais psychologie et passion. De moi, par exemple, il disait, par exemple, bah voilà, moi je suis un fan de Apple, et aujourd'hui, bah, il a acheté une action Apple. Il a fait l'image de, si tu as acheté une action Apple aux premiers iPhone, bah en fait, pour le prix d'un iPhone à l'époque, en fait, bah, ton action, t'auras remboursé tous les nouveaux iPhones à tous les ans. Moi, dans mon contenu, c'est vrai qu'au début, pareil, j'étais très chiffre aussi, Mmh. et pareil, quand je me suis formé, j'étais aussi très chiffre, et petit à petit, je me suis rendu compte que la psychologie, c'est plus via mon métier, que je me suis rendu compte que la psychologie, en fait, c'est super important sur le long terme. On va pas le voir forcément aujourd'hui, quand on fait ces décisions d'investissement, mais sur le long terme, ça va avoir une influence énorme. Et bah, du coup, j'essaie un peu de rajouter ça, ce côté psychologie dans mon Mmh. contenu. On va arriver, je pense, vers la fin de ce podcast. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités qui viennent. C'est: est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Ah waouh! Ça, c'est une très, très bonne question. Non, moi je pense que non, l'argent ne fait pas le bonheur. Heu, il y a une très, très belle phrase aussi que j'ai entendue, de quelqu'un, alors je pense que c'est de Oussama Ammar qui disait qu'en fin de compte, le bonheur, il arrive à certains moments donnés, tout le temps, tout au long de ta vie. C'est-à-dire que tu as un bonheur, c'est-à-dire tu peux avoir une journée où tu peux te sentir super bien, où là tu peux être heureux en fin de compte. Le bonheur, je pense que le bonheur en fin de compte, il est jamais atteignable. Il est en fonction, il peut l'être tout le temps en fonction de comment est-ce que tu vois ta vie au moment présent. Parce que souvent, tu vois, les gens, ils disent: «Ouais, quand j'aurai atteint 20 000 € par mois, ça sera le bonheur pour moi, je serai heureux». Ouais, mais non, parce que quand tu auras tes 20 000 € par mois, tu voudras 30 000, tu voudras 40, Exactement. tu voudras 50. Je pense que la vraie
raison du bonheur, la vérité du bonheur, c'est de faire vraiment ce qui te fait kiffer, en fait. C'est vraiment sur l'instant T, c'est te faire plaisir chaque mois. Tu vois, moi, par exemple, c'est de faire mes petits posts Instagram, c'est de passer du temps sur mes designs. Ça me fait kiffer, tu vois? Ouais. Et là, je ressens du bonheur instantané. Mais celui qui court tout le temps à la recherche du bonheur, je pense il va jamais l'atteindre à un moment donné. Je pense que le bonheur, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment de votre vie, mais vous devez savoir que c'est à l'instant T, que c'est à ce moment-là que vous pouvez créer du bonheur et ressentir, en tout cas à l'interne, cette notion de bonheur. Et l'argent, pour revenir à cette notion d'argent, ça va vous créer, oui, un pic de dopamine. Vous avez une vente sur votre business, waouh, ouais, ok, trop bien. Vous arrivez le lendemain, bah ok, voilà, c'est déjà passé. Je pense que voilà, trouvez vraiment ce qui vous fait driver, trouvez votre passion, trouvez ce qui vous fait kiffer chaque mois, chaque jour. Et je pense que là, ensuite, vous trouverez peut-être la recette du bonheur. Mais en tout cas, courir derrière le bonheur, je pense que c'est pas la bonne recette. Vraiment pas. Quand tu as dit dans ta réponse ce côté à la recherche de toujours plus, Ouais. ça me fait penser à cette histoire, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, je vais l'expliquer un peu comme elle est dans ma mémoire, je vais certainement modifier certains détails, mais tu sais, c'est du pêcheur sur une île et d'un Américain. Non, Je je sais pas connais si tu as pas. déjà entendu parler. En gros, c'est l'histoire, moi, dans mes souvenirs, elle est comme ça, c'est un pêcheur sur une île presque déserte, dans un petit village, un Américain qui va rendre visite du coup sur cette île et qui va voir un pêcheur, il va lui demander mais qu'est-ce que vous faites là de toutes vos journées exactement? Il dit bah je joue à la guitare, je passe du temps avec mes amis, avec la famille et OK. je passe du bon temps. Il dit bah écoutez, moi je vais vous aider à développer votre business, vous allez voir ça va être incroyable, on va gagner des millions, on va développer ça de fou. Et après, il continue son histoire et après, bah, vous pouvez prendre votre retraite et puis, bah, vous pourrez passer du temps à jouer à la guitare, à manger un peu, passer du temps avec vos amis, avec votre famille et là, en fait, il se rend compte qu'en fait, il est déjà au Il est niveau déjà final de dans le la vie, bonheur. quoi. Ah oui, c'est ça, c'est que l'argent, non, je pense pas que ça fait pas le bonheur. Ça peut en tout cas vous créer des instants, oui, des moments de bonheur, mais à l'instant T. L'argent par contre peut permettre de s'acheter une certaine liberté qui peut vous mettre dans oui, dans ce bonheur que vous recherchiez. Mais par contre, il faut être d'accord tout d'abord dans un premier temps sur qu'est-ce qui vous fait kiffer, tu vois? Voilà, chaque mois et ensuite, ouais, vous pouvez travailler sur ce qui vous fait kiffer, que ce soit un business, que ce soit sur l'investissement et cetera et cetera. Écoute, merci beaucoup, j'espère que ça t'a plu, ce petit podcast. Bah, ouais, c'était génial. En tout cas, merci pour ton invitation et si tu veux refaire un autre épisode sur un autre Carrément, sujet, ça sera avec grand plaisir. carrément. Est-ce que tu peux expliquer un peu, même si tout sera dans la description, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur, Instagram, sur mon podcast aussi qui est disponible sur un peu toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, et je pense que c'est tout. On peut me retrouver aussi après sur mon site internet, sur, sequoia.com et cetera. Voilà, voilà. Tout est en description. Tout est dans description. Merci à toi et à la prochaine. Merci Hugo, à la prochaine. Merci à toi d'être allé jusqu'au bout de cet épisode de Génération Investisseur. Je te donne maintenant rendez-vous en description pour deux choses. Déjà, télécharger mon e-book offert Jeune et riche. Et deuxièmement, passer sur mon blog boussolendargent.fr où je vais rentrer beaucoup plus en profondeur sur divers sujets pour te permettre de bien épargner, bien investir et réaliser tes projets. Sur ce, moi je file et je te dis à la prochaine.